Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil des tout. Bienvenue dans Changer la norme, le podcast qui parle normalement avec des entrepreneurs sociaux. Je m'appelle Flavie Després et toutes les semaines, je reçois pour CareNews, le média des acteurs de l'engagement, celles et ceux qui ont décidé d'entreprendre autrement. Cela fait 4 ans que je suis journaliste et entrepreneur et ce podcast est né d'un besoin. Je savais que les socient, les social entrepreneurs, n'étaient ni des bisounours ni des doux rêveurs puisqu'ils le répétaient sans cesse. Mais à qui rendent-ils des comptes ? Est-ce que lever des fonds, c'est différent quand on est social et solidaire ? Ça ressemble à quoi les erreurs et les faux pas de quelqu'un qui a mis l'humain devant la performance ? Cela fait 2 saisons que je défriche qui se cache derrière ces personnalités et ce qui se passe vraiment derrière des structures comme des ESUS, entreprises solidaires d'utilité sociale, des coopératives ou encore des associations, des drôles d'oiseaux qui semblent éloignés du business pour certains. Ce sont pourtant avant tout des entrepreneurs. David Rivoire, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, est ce que l'on appelle dans le jargon médiatique un bon client. Il est fondateur de 2 entreprises dont les cœurs de métier sont très normaux. Validation d'acquis d'expérience et un bar. Sauf qu'il a twisté les deux. Sur les 2 rives, le chemin était progressif même si les racines étaient profondes. Terreau de formation et emploi oblige. Pour le social bar, l'objectif était là depuis le début. Comment ça marche un bar social ? David est primo-entrepreneur et fort de ces 2 entreprises sociales, il m'a confié les cheminements, les grands moments et les grosses galères de ces 2 aventures. Et bien sûr, on a parlé d'économie sociale et solidaire, car chez CareNews, comme dans Changer la norme, le but c'est de donner la parole à tous. Bonjour David. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va super, je suis contente de te recevoir. Je crois que c'est la première fois que je réfléchisse que je peux recevoir quelqu'un qui peut me parler de 2 entreprises sociales à la fois. Parce que d'habitude, on a plutôt des profils de primo-entrepreneurs ou de gens repentis et en reconversion. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement tes 2 entreprises sociales ? Oui. La première a 15 ans en janvier. Elle s'appelle Les Deux Rives et c'est une entreprise qui est spécialisée dans quelque chose qui s'appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui a été créée en France par une loi en 2002 qui permet de transformer son expérience en diplôme. Et notre entreprise accompagne les personnes qui se lancent dans ces projets de VAE dans un objectif d'obtenir un diplôme et de mettre un diplôme sur leur CV. Et nous, notre action est d'essayer de comprendre pourquoi le fait de faire une VAE peut soit protéger l'employabilité, soit ramener les gens vers l'emploi, en disant que le diplôme n'est pas une finalité. En quoi c'est une entreprise sociale ? C'est une entreprise sociale dans le sens où, si on regarde sur le papier, ça fait partie du secteur de la formation professionnelle. On pourrait s'arrêter à une prestation d'accompagnement et de formation qui amène la personne au diplôme en la laissant un peu se débrouiller après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre en quoi ce mécanisme français qui est en pointe au niveau international, c'est le seul pays où on a accepté de délivrer les diplômes par l'expérience, permet d'interpeller positivement le système éducatif, d'aller restructurer les gens, d'aller protéger leurs compétences, d'aller apprendre leur apprendre à en parler. Et ça parle donc d'emploi, d'employabilité, ça améliore l'accès à l'emploi et c'est en ça qu'on est une entreprise sociale. Hormis le fait, bien sûr, qu'on est une entreprise ESUS et que ça fait partie de nos gènes. Au-delà des statuts, en 2002, tu décides de créer Les Deux Rives. Comment elle t'est venue l'idée ? Enfin, il y avait un timing avec la loi, mais pourquoi sous forme d'entreprise sociale et pourquoi la VAE ? Alors, il y a plusieurs choses à dire là, parce qu'on n'a pas tout de suite été entreprise sociale. Moi, je ne connaissais pas l'économie sociale en 2002, j'étais un étudiant, et le fait est que la loi passe sous mes yeux un petit peu par hasard, parce que ma mère est prof de fac à la retraite, et que pour voir passer cette loi, il fallait avoir bossé dans l'éducation nationale un bon moment. Personne n'a vu cette loi en 2002. Et on en parle, et je suis interpellé immédiatement. Moi, à l'époque, je faisais mes études, j'ai fait toutes mes études en alternance, donc je pense que je croyais déjà à la valeur du travail, enfin la valeur formative du travail en tout cas. Et je lis la loi et je lis noir sur blanc qu'on peut obtenir un diplôme sans aller à l'école et sans passer d'examen. Là, je me dis, il se passe quelque chose dans ce pays qui est un pays très ancien où le savoir est très important, très prégnant, les universitaires très implantés, etc. Et d'un coup, on se dit tiens, on va donner des diplômes à des gens simplement sur la base de ce qu'ils ont fait. Et là, je me dis, il se passe quelque chose.
Et donc, je décide de m'intéresser à la chose. Et c'est comme ça que ça démarre, d'abord dans un salon, sans se faire payer, petit à petit. Et puis dans un garage. Pas dans un garage, mais pas loin, mais c'est marrant, il y avait pas de fenêtre au début, ouais. Et puis, au bout de 2 ans, à partir de 2004, je venais de finir mes études, j'avais été embauché en CDI dans la boîte dans laquelle j'étais alternant. Et là, je négocie un départ et je dis, OK, on essaye. Et on crée la boîte et elle a été immatriculée en janvier 2005. Et là, ça part. Mais à l'époque, on n'était pas du tout entreprise de l'économie sociale, bien que je me sois aperçu après qu'en fait, on en appliquait tous les préceptes dès le départ parce que je pense que c'était dans nos valeurs. Comme Monsieur Jourdain. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a fait du coup changer, ou plutôt qu'est-ce qui t'a donné envie de valoriser ce côté entreprise sociale et solidaire, de te mettre dans les rangs quelque part du Nésus? En fait, ça a été très intéressant et je pense que c'est très intéressant par rapport à ce qui se passe dans l'économie sociale en ce moment, c'est qu'il y a eu un double phénomène. Le premier, c'est que l'entreprise a pas mal vécu jusqu'en 2008 parce que les structures de charges fixes étaient très légères. J'étais un peu tout seul avec quelques personnes, on n'avait pas de grand bureau, ça allait. Puis en 2008, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une petite crise internationale. On a été touché de plein fouet. On a perdu 30% du chiffre d'affaires. Ça a été très très dur. Et là, on s'est mis à se dire, si on veut continuer, il va falloir qu'on aille se faire aider et qu'on aille lever des fonds. On a plus assez d'argent pour vivre. Et donc, on s'est mis à faire le tour des places d'investissement et d'aller voir les fonds d'investissement. Et on s'est pris que des shoots parce qu'on nous disait qu'on faisait pas assez d'argent, que notre projet était pas très sexy, puisqu'à l'époque, si c'était pas une appli, c'était pas Facebook, c'était pas techno, que tu venais expliquer aux gens que t'étais franco-français, pas international et que tu diplômais les gens, alors on se prenait des shoots. Donc ça, c'était le premier phénomène où on commençait à percevoir que le monde économique, le monde de la finance, le monde des fonds d'investissement nous trouvait un peu bisounours, un peu pas assez argent, quoi. Et le deuxième phénomène, c'est que je croise le mouvement des entrepreneurs sociaux. Alors, je sais pas vous dire comment, je ne m'en souviens plus. C'est complètement par hasard, je pense, ou je sais pas, peut-être quelqu'un me dit, tiens, va voir le Move, parce que, avec ce que tu me racontes, je pense que vous parlez peut-être un peu le même langage. Et je rencontre le Move et je rencontre l'économie sociale. Que sincèrement, genre, OK, je connaissais de loin, je savais pas que c'était un mouvement organisé, etc. Et là, le Move me parle de ce qu'est une entreprise sociale. Alors, c'était pas ESUS à l'époque, mais c'était statut ESS. Et, je me dis, mais, en fait, c'est exactement ça les remarques qu'on me fait. C'est juste qu'on n'a pas trouvé notre place, on s'est pas mis au bon endroit. Et je demande l'agrément à la directe et on l'a tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à faire de modifications pour s'adapter au statut de l'ESS. On s'est aperçu qu'en fait, depuis 7-8 ans, on était complètement dans cette chose-là. Et l'effet que ça a induit, c'est qu'on a, je pense, pu trouver notre positionnement, ou en tout cas la chaise dans laquelle on se sentait bien assis en termes de stratégie, en termes de valeur, en termes de projet de développement. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a commencé à écrire une autre page d'histoire. Et là, ça t'a permis de subventions, levée de fonds, de trouver d'autres sources de financement, peut-être d'avoir plus d'entreprises, ou c'est un atout? Alors, ça m'a pas permis d'obtenir des subventions. J'en ai quasiment pas obtenu dans les 15 dernières années. En tout cas, c'était pas des subventions qui financent l'activité, c'était des subventions qui financent des projets de croissance, et on en a eu vraiment très peu. Je pense que si je fais la somme du chiffre d'affaires des 15 dernières années et que je calcule le poids des subventions, ça doit être moins d'1%. C'est aussi un peu par conviction. Je pense que quand une entreprise sociale a la possibilité d'adresser un modèle économique, elle doit aussi pouvoir laisser des subventions aux autres. En revanche, ce à quoi ça nous a ouvert, ça a correspondu à l'époque où les fonds à impact social devenaient de plus en plus nombreux. Et c'est à ce moment-là qu'on a croisé la route des fonds à impact, où on s'est aperçu que là où les fonds d'investissement classiques, on parlait pas le même langage, avec les fonds à impact, on parlait le même langage, et eux étaient très intéressés pour venir dans une boîte qui avait un modèle intéressant, qui proposait un projet de développement, qui proposait un projet économique, c'est-à-dire avec la conviction qu'on avait, nous, de vouloir être autonome et rentable. Et donc, très rapidement, et c'est ce qui a marqué le début de notre histoire, on a un fonds qui nous a fait confiance, on a levé 500 000 €, et c'est ce qui nous a permis de redémarrer, de reconstruire jusqu'à arriver là où on est aujourd'hui. Tu peux dire ou pas dans quelle écurie Oui, bien sûr, je peux complètement le dire parce qu'ils sont encore chez moi et je les remercie d'ailleurs. Je saisis l'occasion de les remercier de nous avoir fait confiance à l'époque. Ce qui n'était pas évident, hein. On perdait de l'argent depuis 5 ans. On avait un modèle auquel nous on croyait dur comme fer, mais qui n'était pas démontré. Donc, oui, je peux largement les citer. C'est le comptoir d'innovation qui s'appelle maintenant INCO, qui est encore à notre capital et qui est revenu à notre capital encore l'année dernière, il y a 2 ans maintenant. Pour finir sur les Deux Rives, avant de passer à l'autre projet qui n'a rien à voir, vous êtes combien aujourd'hui aux Deux Rives? Les Deux Rives, on est 25 au siège. On a
développé un projet qu'on appelle de VAE inversé, où en fait on fait de la VAE pour les décrocheurs scolaires. Ce qui est paradoxal, parce que quand on est décrocheur scolaire, a priori on n'a pas encore d'expérience à valider, mais vu qu'il y a une seule condition en France pour faire une VAE, c'est 1 an d'expérience, on essaie de créer les conditions d'une expérience d'1 an pour démontrer à ces jeunes qui ont quitté le système éducatif qu'on peut les diplômer par le travail. Donc pour ça, on a monté un centre d'appel dans lequel on embauche que des jeunes qui ont quitté l'école avant le bac. Et là, on est une dizaine de personnes, et situé à Marseille, au Cloître, dans les quartiers nord. Vous avez accompagné donc 7000 candidats. Ouais, c'est plus. Tu dois être sur notre site internet qui est pas à jour. Voilà. Non, alors c'est combien? Non, on est en train de dépasser les 10 000 là. Ah oui, d'accord, il est vraiment pas à jour. Oui, bah ça c'est l'histoire des PME. Hein. Faut toujours se remettre à jour. Et puis quand on a fait 300% de croissance là ces dernières années, donc c'est un peu compliqué. Oui, je sais. Tu as un chiffre d'affaires de combien? Alors 2018, on a clôturé à 3,2 millions. Ouais, donc ça commence à devenir une bonne PME. Ouais, en sachant qu'il y a 2 ans, on était en dessous d'1 million encore. Donc c'est vrai qu'on on a pris cette courbe de croissance grâce à tout ce que je t'ai dit là. C'est-à-dire faut trouver sa place, trouver les fonds pour bien les investir. Tu peux commencer à trouver ton marché. Après, je pense qu'on a aussi longtemps été en avance de marché et que là, on est en train d'arriver au bon moment, au bon endroit. En 2019, on devrait être entre 3,5 millions et 4 millions. Alors, la VAE, ça se finance avec les organismes collecteurs, des entreprises, mais ta VAE inversée, comment tu la finances? Pareil, ouais, merci de ta question. Il n'y a pas de vrai financement, mais ça, c'est toute l'histoire de notre vie. Une partie de notre métier, et quand tu me disais pourquoi on est une entreprise sociale, c'est qu'on se contente pas d'aller chercher là où c'est écrit. On va essayer d'inventer des manières que les gens n'ont pas forcément vues pour essayer de trouver des financements qui vont faire que ça fonctionne. En l'occurrence, la VAE inversée, on la fonctionne dans un dispositif qui s'appelle le contrat de professionnalisation, pour lequel ça n'avait pas été vraiment prévu à l'origine, parce que le contrat pro, il est soit qualifiant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme au bout, soit il est diplômant, mais pour qu'il soit diplômant, ça veut dire qu'il faut aller à l'école et passer l'examen. Nous, on a dit, il est les deux. Il est qualifiant, il amène à un métier, et il est diplômant par la VAE. Par contre, les gens vont pas à l'école. Donc maintenant, toute l'idée est de dire comment on essaie de créer un statut officiel à ça. Et dans notre boîte, on a fait énormément de recherche et développement. C'est un gros temps de travail. Il y a 2 personnes à temps plein dédiées. Il y a beaucoup de salariés qui passent 20, 30, 40% de leur temps parce qu'on essaye d'expérimenter sans arrêt des pistes comme ça qui viennent un peu disrupter le truc en disant, tiens, là, on a peut-être trouvé quelque chose qui donne une nouvelle forme et qui vient boucher un trou sur lequel il n'y avait pas encore de solution. Merci. On va parler de l'autre entreprise parce que c'était ma porte d'entrée. C'est un bar. C'est un bar. Un bar social et solidaire. Tout à fait. Ouais, donc c'est... Non, mais... Ah, on s'amuse bien. Mais voilà, après les bars à eau, les bars à soupe, on a inventé le bar social et bar à oxygène. Un bar à oxygène. Mais qu'est-ce qui vous a pris de monter un bar social et solidaire? Sincèrement, si on m'avait dit ce que c'était aujourd'hui, j'avais à peu près la même question à l'époque. Et je pense que d'ailleurs, on parle un peu d'entrepreneuriat aujourd'hui. Je pense que de temps en temps, faut avoir un peu de candeur et un peu la fleur au fusil pour y aller parce que sinon tu fais jamais rien. Le social bar, écoute, c'est parti, encore une fois, de deux, trois phénomènes comme ça, un peu hasardeux. D'abord, on avait des grands bureaux pour les 2 rives dans lesquels on venait de s'installer. Et dans les 2 rives, on est dans le secteur de la formation. Donc, quand tu es dans le secteur de la formation, tu as beaucoup de salles qui sont immobilisées dans lesquelles tu peux pas mettre de bureaux parce que tu accueilles des gens en formation. Et donc, quand tu es en étage à Paris, ça coûte très cher. Donc, on a pris des bureaux en rez-de-chaussée sous-sol. Et du coup, vu qu'il y a un rez-de-chaussée, il y avait une vitrine. Il y avait une vitrine avec 1 mètre linéaire de 15 mètres. Et donc, quand on est arrivé, je sais pas pourquoi, sincèrement, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire un bar. Il y a une vitrine, on est sur la rue. C'est près de la gare de Lyon. C'est près de la gare de Lyon, ouais. Alors, c'est dans une rue complètement paumée en plus, donc c'était vraiment une lubie, quoi. Et 2 jours après, je vais boire un coup avec Renaud Seligman, donc qui était animateur du Move, donc que j'ai rencontré au Move à l'époque où j'ai adhéré, enfin pas à l'époque où j'ai adhéré, il était pas encore là, mais juste après. On était devenus très potes, on avait des visions assez communes de ce qui est pour nous l'économie sociale et la manière d'entreprendre. Et pour déconner, je lui dis, tu sais quoi, j'ai une vitrine, j'aimerais bien faire un bar. Et là, il me répond, mais c'est marrant ce que tu me dis parce que avant-hier, j'étais avec une copine et on a eu une idée d'un bar. Ce serait un bar qui crée du lien social, qui redevient ce qu'était vraiment un bar avant, etc., etc. Et il était un peu tard. On avait bu quelques verres, on a dit, allez banco, on y va. Et ça, c'était, je pense que c'était en novembre 2015, pardon. Et en septembre 2016, le bar a ouvert. Et on est allé très très vite derrière. Et tout s'est enchaîné avec beaucoup de chance et beaucoup de bonheur aujourd'hui. Est-ce que tu peux rentrer dans les détails parce qu'il faut quand même de l'argent pour ouvrir un bar et surtout, vous l'avez créé avec un statut particulier parce que là, on dirait que
tu joues à la dinette et que tu t'es dit tiens, je veux un poney, achète-moi un poney, mais en fait derrière il y a un vrai modèle. Maintenant il y a des franchises. Enfin, vous essayez de le franchiser. Enfin, c'est devenu un vrai business social et solidaire. C'est pas juste. Alors, il y a pas de franchise. Enfin, il y a pas de franchise. On veut pas être une franchise, mais il y en aura très bientôt parce qu'effectivement, on est en plein dedans. Je pourrais t'en informer. Comment on a fait quoi pour trouver l'argent? Bon, d'abord pour trouver l'argent, puis c'était pas ton métier de faire. Non, c'était pas notre métier. Bah, moi, j'ai été barman quand j'avais 20 ans, mais ça a duré 6 mois, donc c'est pas une énorme expérience. C'est pas une VE barman. Non, je suis pas VE barman. Bon, c'est un métier qui s'improvise. À part pour faire des très bons cocktails, faut un peu de temps, mais ça reste une entreprise qui se gère, hein. C'est-à-dire quand tu vends une bière, faut acheter de la bière, faut la revendre avec une marge et puis faut payer tes charges fixes. C'est pas non plus forcément très compliqué, même si aujourd'hui je te le dis parce que ça fait 3 ans, mais qu'à l'époque c'était pas si évident que ça. Bon, d'abord il était évident pour nous, de par nos origines, que ça allait être une entreprise sociale. Donc pour le premier axe, ça a été de dire ok, en quoi un bar peut être une entreprise sociale et comment on travaille cet axe-là pour qu'il le soit vraiment. Bien que j'en reviens toujours à dire qu'une entreprise sociale pour vivre doit gagner de l'argent, donc il faut aussi que ça reste un modèle économique stable. Et on a fait, ça a été en plusieurs étapes. La première, c'est qu'on est allé voir notre réseau proche, donc on est allé faire de la love money. Et là, on s'est aperçu que ça a amusé beaucoup les gens de rentrer dans un bar. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train de leur dire on va faire une appli qui fait ça, machin. On dit les gars, on va ouvrir un bar. Mais le rêve et de là, gosse. tout de suite, on a le petit sourire qui venait en disant ouais, je vais mettre un peu d'argent dans ton truc parce que je sais pas si je vais en gagner beaucoup, mais on va bien se marrer. Et donc on a 10-15 potes qui ont mis entre 2 et 5 000 euros chacun. Et donc on a tout de suite trouvé combien, 35-40 000 euros. Alors, on avait un gros avantage, hein. On avait déjà le lieu. Donc, quand t'as déjà le lieu, t'as le temps, t'es installé dedans, etc. Avec ça, on a acheté la licence 4. Et là, je pense que le réseau de l'économie sociale est assez puissant parce qu'il donne des idées. Il y avait, alors c'était 1000 Impact à l'époque, maintenant c'est l'ITA. On s'est dit, on va aller chercher un peu plus d'argent en crowdfunding. Dans une idée qui était de dire, ok, on a besoin de trouver, je sais plus combien, de 220 000 euros pour faire nos travaux, etc. Et c'est la première fois qu'on fait un bar, les banques vont pas nous prêter 90%, donc faut qu'on trouve un apport assez conséquent. Je me suis dit bon, on fait un crowdfunding. C'est marrant parce qu'on a eu un débat avec Renaud à l'époque qui est de dire est-ce qu'on accepte les gros tickets ou est-ce qu'on en veut que des petits, parce que ok, les gros tickets on sécurise l'argent, mais les petits en même temps on a une communauté plus importante et c'est assez sympa d'avoir une communauté pour un bar. Finalement, on a été très agréablement surpris. Je crois qu'on a levé 44 000 euros en 15 jours. Alors qu'effectivement, on sortait de nulle part. C'est 175 personnes qui ont investi dans le social bar à l'époque. Donc ça nous a permis de lever 35-40 sur nos amis, 45-80 000 euros à peu près, ce qui a permis d'aller voir la banque, qui nous a prêté, je sais plus combien, 120 ou 130 000 euros, et ça a permis de faire les travaux. Bon, après, on a eu plein de problèmes. Hein. Derrière, pendant 1 an et demi, ça a été très galère. On a eu l'immense chance d'avoir un succès populaire très vite, donc la clientèle était au rendez-vous, donc il y avait du chiffre d'affaires. Par contre, en termes de gestion... T'as beaucoup appris. Ah, on a beaucoup appris. Et avec un peu d'arrogance, je me disais, ça fait quand même 12 ans que je suis entrepreneur, ça va. Et non, on a tout repris dans la figure. Et on est même allé refaire un prêt d'honneur de 30 000 euros qu'on a réinjecté dans la boîte, ce qui nous a permis de passer tout juste. Et aujourd'hui, ça marche très très bien. Aujourd'hui, on est en train de boucler une nouvelle levée de fonds. Alors cette fois-ci, pas en crowdfunding, mais une levée de fonds avec un fonds d'investissement qui s'appelle Noves, que vous devez connaître, et des business angels qui devraient avoisiner les 900 000 euros. Et effectivement, nos premiers salariés viennent d'arriver, notamment un directeur du développement qui est chargé d'ouvrir 25 bars en 5 ans. Donc, ce qui est un projet assez ambitieux. Ouais. Oui, ce que j'allais te demander, ce que tu allais faire de ce presque million, mais c'est pour ouvrir... Ça va aller vite. Ouais, oui, à 25 bars, j'imagine que tu... Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de sociaux et solidaires, tous ces 26 bars prévus alors? Il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est le point de départ de Renaud quand il dit tiens, j'ai une idée de bar. Il dit les bars ne sont plus ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des lieux de sociabilisation. Et c'est très vrai. Alors c'est d'autant plus vrai dans les grandes villes, et ça peut être vrai dans les petites ou les très petites où il y a presque plus de bars. On va au bar avec ses potes, on parle à ses potes. A priori, on repart avec ses potes, sauf 2 exceptions. Les personnes très sociables et extraverties, elles sont pas forcément les plus nombreuses, ou les personnes très alcoolisées, c'est pas forcément super qualitatif comme lien social. Et donc, on s'est dit, finalement, comment on va faire en sorte que dans un bar, tout redevienne permis en termes de liens, avec l'intuition que les gens en ont plutôt envie, mais n'ont soit pas l'occasion, soit n'osent pas, par un peu pression sociale. On a un peu fait des recherches, on a regardé sur Internet, on a trouvé un mot qu'on trouve pas mal là-dessus, c'est la distance sociale. En fait, il y a une distance sociale qui fait que les gens se mettent pas forcément en contact. Donc le premier point de départ, c'est
en quoi on recrée du lien, de la mixité et on reconnecte les gens. Alors, ça c'est la première partie de l'impact, mais on va un petit peu plus loin dans notre réflexion. Nous, on dit en quoi, à force de venir au bar ou en étant venu au bar une ou deux fois et en étant entré en contact de manière assez simple et très bienveillante avec des gens, tu vas commencer à répliquer ça dans ton quotidien. C'est-à-dire, tu vas commencer à faire évoluer ton attitude en étant un petit peu plus ouvert et un petit peu plus. Et je vais vous dire, même moi, je me suis pris au jeu parce que je suis moins sociable que Renaud sur le papier. Lui, c'est vraiment une personne de lien. Et au bout d'1 an d'ouverture, je m'en souviens, ça m'a vraiment interpellé. J'étais dans un lieu, je sais plus où, et je croise une personne et je lui fais un grand sourire et je lui dis bonjour. Et puis je continue de marcher. Et là, cette personne me répond pareil avec un sourire. Je dis mais on fait jamais ça dans la rue, dans un endroit. Et je me dis bah tiens, ça c'est l'effet social bar. Et si on arrive à obtenir ça, c'est chouette parce que c'est un des objectifs qu'on poursuit. Après, on est allé un peu plus loin. C'est un bar qui fait vivre l'économie sociale, enfin qui promeut l'économie sociale. Donc toute l'économie sociale peut venir pitcher, présenter ses projets. On fait beaucoup de soirées en lien avec des associations, des choses comme ça. Et c'est un bar qui reverse 15 à 50% de ses bénéfices à des associations. Et ces associations sont désignées par les actionnaires qu'on appelle des copatrons, qui sont les fameuses personnes qui sont rentrées au démarrage dans le crowdfunding. Le bar qui rend les gens meilleurs. Ah, si seulement. On verra dans quelques années. Alors, le temps file. Je voudrais juste qu'on parle mais quelques minutes de l'économie sociale et solidaire, parce qu'avec 2 boîtes, 15 ans d'expérience, voilà, toi aussi t'es impliqué. On s'est rencontrés à Entropia. Oui. Ouais. Pour mettre le contexte, ça aurait pu être dans le bar, remarque, mais bon. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut changer aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire ? Le titre du podcast, c'est changer la norme pour qu'elle devienne la norme de demain. Je sais pas ce qu'il faut changer. Je sais pas si j'ai j'ai des convictions que je vais donner maintenant. Je sais pas si j'ai la prétention de dire qu'il faut changer des choses. Je sais pas. Moi, j'ai découvert l'économie sociale, je l'ai pris en route. Ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a énormément de courants, il y a énormément de statuts. Il y a beaucoup de dissensions parfois, malheureusement. Moi, je revendique que l'économie sociale ne doit pas attaquer frontalement l'économie classique et le capitalisme, parce que, enfin, c'est Sun Tzu, c'est l'art de la guerre, quoi. Si on veut changer les choses, on est obligé de le faire dans une révolution douce où on va amener la raison. Et je pense qu'on doit tous réfléchir dans ce sens-là. Moi, mon idée, en tout cas, ce que je sais faire, et je parlerai du reste après, c'est créer des business autonomes et rentables qui sont responsables et qui redistribuent de l'impact et de la richesse. Par contre, je pense qu'il faut pas faire croire à tout le monde, et notamment à ceux à qui on s'adresse, qui sont l'économie classique, avec qui on aimerait bien travailler, qu'on est des bisounours et qu'on parle jamais d'argent, parce que c'est pas très efficace. À un moment donné, on est encore dans un monde d'argent où avec l'argent, on fait des choses. Et si on fait de l'argent un moyen et pas une fin, on peut en faire quelque chose de bien. Après, à côté, on a tout l'autre partie de l'économie sociale, le monde associatif, le monde coopératif, etc., qui a toute sa raison d'être. Mais pour moi, on n'est pas dans les mêmes objectifs qu'on adresse. Moi, ma partie à moi, et je pense qu'il faut pas qu'on la néglige, il faut pas qu'on les oppose, c'est qu'un social business peut être autonome, rentable et responsable. De ce fait, il serait normal qu'il laisse les subventions aux associations qui œuvrent sur des maux de la société qu'on peut pas adresser avec un modèle économique. Moi, ça, c'est ma conviction. Et c'est vrai que quand je monte une boîte, là, on a quelques autres projets qui arrivent. L'idée tout de suite, c'est de dire comment on peut faire une boîte responsable. Et j'ai beaucoup d'amis dans mon réseau, entrepreneurs classiques. C'est assez intéressant ce qui se passe parce qu'ils sont tous en train de s'interroger sur, OK, comment je deviens une boîte responsable? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrête de laisser penser que dans l'économie sociale, on parle pas d'argent, pour que cette ambition des entrepreneurs classiques de devenir responsable ne soit pas que le fait de s'acheter une caution morale pour rester sur son marché, et que ce soit un vrai pas qui fasse et que les deux mondes se rejoignent petit à petit. Il commence à y avoir quelques business rentables quand même. Dans l'économie sociale, oui, bien sûr, et tant mieux. Mais faut pas faire croire que c'est pas ça l'objectif. Moi, c'est ça mon point. Voilà. Et c'est l'objectif du podcast. Moi, c'est économie. Enfin, on est une économie, quoi. Donc, on est une économie, absolument. Et une économie pour vivre a besoin de rentabilité, d'autonomie, d'argent. C'est comme ça. C'est un très bon mot de la fin. On va passer aux questions finales. Il faut que tu répondes rapidement. Donc, si possible, en une phrase et sans dire moi. Enfin, sans te citer comme réponse. Ok. Alors là, on va poser 2 questions. Quelle est la raison d'être des Deux Rives ? Réconcilier le système éducatif et celui du monde professionnel. Et la raison d'être du Social Bar ?
rappeler à tout le monde que le lien social est beaucoup plus important qu'on ne croit pour qu'une société s'apaise. L'homme ou la femme politique que tu voudrais convaincre? Je vais pas faire une réponse politique, ça fait bien longtemps que j'essaie plus de convaincre les politiques. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Joker. Je suis pas trop dans ces trucs-là. Dans les taxes. Le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être? Oh non, j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que je trouve qu'ils font un métier très difficile de manager autant de gens, justifiant tellement de pratiques parfois. Enfin, c'est pas mon truc. Moi, je suis dans la petite boîte, moi. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique? La somme pour laquelle je tairais un scandale politique? Là, c'est pas possible. Je suis d'une droiture exceptionnelle. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'arrêter ces trucs-là. Merci beaucoup, David. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.